Si on prend l'argument des nouvelles menaces et de la nécessité de réorganiser les appareils de sécurité dans la période contemporaine, si effectivement le 11 septembre est un événement d'une violence indéniable, d'une violence inédite, tout du moins dans l'histoire politique américaine, on peut se demander s'il incarne vraiment un moment de rupture, parce qu'au fond, si on regarde bien, il y a une continuité entre ce qui s'est passé le 11 septembre à New York, le 11 septembre 2001 à New York, et toute l'histoire de la période bipolaire et de la décolonisation. Les services secrets américains n'ont pas découvert les talibans et les moudjahidines au lendemain du 11 septembre. On se rend compte que finalement un certain nombre d'outils technologiques qui ont été développés dans un premier temps au nom du contrôle de l'immigration se retrouvent généralisés à l'ensemble de la population. L'exemple des outils biométriques en l'espèce est assez révélateur, et on pourrait prendre pour axe de réflexion tout le débat qui s'est déroulé en Angleterre il y a quelques temps autour de la mise en place d'une carte d'identité électronique. Donc déjà première rupture, parce qu'il n'y avait pas de carte d'identité jusque-là, mais une carte d'identité électronique qui intégrerait des éléments biométriques. Et ce sont des outils qui, dans un premier temps, ont été développés au nom de la lutte contre l'immigration clandestine et tous ces corollaires assumés, supposés que seraient les activités criminelles transnationales et la violence politique, et qui finalement se retrouvent appliqués à l'ensemble d'une population. Donc sans entrer dans une logique conspirationnelle ou sans entrer dans un narratif à la Big Brother, il y a vraiment une question à se poser à ce niveau-là. À vous écouter, j'avais l'impression que l'émergence de cette nouveauté, que serait un droit d'ingérence, serait essentiellement liée à cette ambiguïté dans laquelle se situait l'OTAN et à la nécessité, disons, non seulement de consolider, mais de redéfinir même son rôle sur le plan mondial, avec une minorisation totale qu'on a pu constater justement du rôle des Nations Unies dans ce cadre-là. Or, est-ce qu'il ne faut pas aussi analyser ce phénomène évidemment en dépassant, disons, son seul lien avec l'OTAN, dès lors qu'on peut remarquer qu'à cette idée d'un droit d'ingérence, disons, ont succédé d'autres idées qui elles sont directement relayées justement par les Nations Unies. Je pense par exemple à l'idée de responsabilité de protéger. L'ingérence de l'OTAN, c'est passé sous des arguments humanitaires, il fallait s'ingérer pour sauver ces populations, etc. Et on a volontairement supprimé toute l'huile qui a été jetée sur le feu de ces conflits, quoi. Pour arriver comme les pompiers, sans oublier que ces mêmes pompiers étaient les premiers pyromanes. Mais bon, je pense que cette responsabilité de protéger, contrairement à ce que vous dites, n'est pas encore acceptée au niveau de l'ONU. Ce que j'ai essayé de faire, puisqu'on était vraiment dans une réflexion sur la période de post-guerre froide, à quoi ressemble le monde aujourd'hui. Et bon, mon angle, c'était l'angle de la Russie, puisque c'est le pays sur lequel je travaille. Ce qui me paraissait intéressant, c'était d'essayer de montrer que dans les bouleversements en termes géopolitiques, les grandes questions de sécurité que posent les spécialistes de géopolitique dans leurs analyses, on ne peut pas faire malgré tout abstraction aussi des questions à la fois des sociétés et des questions des trajectoires historiques. La fin de la guerre froide, d'accord, c'est l'effondrement de l'Union soviétique, c'est l'effondrement d'une idéologie avec tout ce que ça peut comporter, mais ça veut dire aussi pour les sociétés qui ont grandi, vécu au nom de ces idéologies, ou en tout cas ont été formatées pour servir ces idéologies, les bouleversements ne sont pas moins importants. Et que du coup, en termes de perception, on a comme ça des évolutions en profondeur qui travaillent les sociétés sur le temps long, et que tant qu'on ne sortira pas, enfin, tant qu'en tout cas qu'on ne fera pas l'analyse des évolutions des perceptions, on aura du mal, je pense, à penser les grandes évolutions aussi en termes de stabilité et de sécurité. Donc pour le cas de la Russie, je m'explique pour faire clair. Il y a une histoire coloniale dans le cas russe, c'est-à-dire qu'il y a en tout cas dans l'incertitude identitaire actuelle de la Russie, il y a une grande difficulté pour la population russe comme pour ses élites, à arriver à penser le passage d'un empire à un État démocratique.